des observations étranges ont été rapportées dans le ciel tout au long de l'histoire. Après la Seconde Guerre mondiale, l'apparition de soucoupes volantes, d'ovnis ou de PAN, phénomènes anormaux non identifiés, ou quel que soit le nom qu'on leur donne, a pris une place importante dans la culture. Récemment, ce phénomène a gagné en visibilité auprès du public et a suscité un intérêt intense, constituant une pierre angulaire importante de notre zeitgeist actuel. Le psychiatre et psychanalyste suisse Carl Jung a étudié ce phénomène pendant plus d'une décennie jusqu'à sa mort en 1961. Il écrit, dès le début, « Les rapports d'OVNI m'ont intéressé, car il s'agissait très probablement de rumeurs symboliques, et depuis 1947, j'ai rassemblé tous les livres que j'ai pu trouver sur le sujet. » Bien que Jung ne soit pas parvenu à se forger une opinion définitive concernant la nature physique des ovnis, les preuves dont il disposait étaient suffisamment convaincantes pour susciter un intérêt continu et fervent. Il a consigné ses réflexions dans Flying Saucer, A Modern Myth of Things Seen in the Sky, qui fait partie des Collected Works, vol. 10. Une civilisation en transition. Ces vues sur les ovnis ont cependant été souvent mal interprétées, même par la presse de son époque. Jung précise qu'il se concentre sur l'aspect psychique des ovnis en tant que mythe moderne, c'est-à-dire en tant que récit de l'inconscient collectif qui exprime une expérience humaine fondamentale, donnant un aperçu de nos modèles de comportement hérités ou archétypes et de la nature de l'existence humaine. Jung ne pouvait pas s'engager sur la question de la réalité physique ou non de ces phénomènes, car il ne possédait pas suffisamment de preuves pour ou contre. Sa position peut se résumer par la phrase suivante, « On voit quelque chose, mais on ne sait pas quoi. » On pouvait voir quelque chose de matériel, ou quelque chose de psychique. Les deux sont des réalités, mais de nature différente. Jung lui-même n'avait jamais vu d'ovni, mais connaissait 4 personnes qui en avaient vu ou qui disaient en avoir vu. Jung ne savait pas si les entités qui contrôlaient ces engins étaient extraterrestres ou non, car certains rapports montrent que ces objets surgissent de la mer, il se pourrait bien qu'ils ne viennent pas de l'espace, mais qu'ils soient parmi nous depuis des millénaires. Il est donc plus approprié de qualifier ces êtres d'intelligence non humaine, INH, dans lesquels on peut inclure les extraterrestres, les anges, les démons, les êtres élémentaires, etc. Peut-être les extraterrestres observés dans les ovnis sont-ils des formes de technologie créées artificiellement par des êtres supérieurs dont nous ne pouvons ni comprendre ni percevoir la forme. Jung ne réduit pas le phénomène des ovnis à des raisons purement psychologiques, car un grand nombre d'observations pointent vers un phénomène naturel ou même physique, champ antigravité, signes de guidage intelligent, signaux radars, etc. Mais comme il ne pouvait pas contribuer à leur réalité physique, il s'est occupé presque exclusivement de leur aspect psychique. Le domaine d'intérêt de Jung est la réaction humaine à ces phénomènes, un effort pour comprendre le fonctionnement complexe de notre vie intérieure, tel que le révèle le phénomène des ovnis. Contrairement aux rumeurs ordinaires qui circulent dans le monde entier, Jung décrit les ovnis comme des rumeurs visionnaires, car ils s'expriment dans des visions, ou peut-être doivent-ils leur existence à des visions en premier lieu et sont maintenant entretenues par elles. Ces visions sont donc très proches des visions collectives, comme le fameux miracle du soleil à Fatima, au Portugal, qui s'est produit en 1917. Après une journée de forte pluie, les nuages se sont séparés et ont révélé le soleil, qui s'est mis à tourner, à danser ou à zigzaguer dans le ciel, tout en émettant des couleurs éclatantes. D'autres décrivent le fait de ne pas voir le soleil, mais plutôt un disque d'argent terne ou une roue de feu qui ne faisait pas mal aux yeux lorsqu'on le regardait. Les descriptions individuelles varient en détail et en importance. Certaines personnes ont déclaré n'avoir rien vu d'extraordinaire. À un moment donné, il y a eu un cri d'angoisse de la foule alors que le soleil semblait descendre rapidement vers la terre. Les gens étaient terrifiés car ils pensaient que le soleil allait tomber sur eux. Ils ont commencé à prier et à confesser leurs péchés, quand enfin le soleil a cessé de bouger. Entre 30 000 et 100 000 personnes ont été témoins de ce phénomène qui a duré environ 10 minutes. Après l'événement, le sol et les vêtements des personnes présentes auraient complètement séché. Il existe des cas de vision collective où une ou plusieurs personnes voient quelque chose que les autres ne peuvent pas voir. Il ne s'agit pas d'hallucination, mais plutôt, pour une raison ou une autre, ces visions n'apparaissent que dans la conscience de certaines personnes, alors qu'elles restent invisibles pour d'autres. Jung a vécu cela lors d'une séance de spiritisme où 4 des 5 personnes présentes ont vu un objet ressemblant à une lune flottant au-dessus du ventre du médium. Ils ont montré à Jung, la 5e personne présente, où il se trouvait exactement, et il leur était absolument incompréhensible qu'ils ne puissent rien voir de tel. Même les personnes parfaitement saines d'esprit et en pleine possession de leurs sens peuvent parfois voir des choses qui n'existent pas. De plus, de nombreuses personnes peuvent voir des choses indépendamment les unes des autres, voire simultanément, qui ne sont pas de nature physique, mais psychique. Tous ces facteurs doivent être pris en compte en ce qui concerne les ovnis. Bien que les rumeurs visionnaires puissent être provoquées ou accompagnées par toutes sortes de circonstances extérieures, elles reposent essentiellement sur un fondement émotionnel omniprésent, une situation psychologique commune à tous les hommes, l'inconscient collectif.
Ce type de rumeur a pour base une tension émotionnelle ayant sa cause dans une situation de détresse ou de danger collectif, ou dans un besoin psychique vital mettant en lumière la compensation psychique de la peur collective qui pèse sur nos cœurs. Il y a un inconscient personnel qui s'occupe de nos propres problèmes et complexes, mais aussi un inconscient collectif qui concerne l'humanité entière. Lorsque le monde est divisé, il en résulte une confusion, une absence de but et une désorientation, ainsi qu'une crise de sens. Cette hystérie collective, qui naît de causes communes, peut toucher de vastes groupes de personnes, soumises à la même pression archétypique, d'une intensité considérable. Si quelque chose d'extraordinaire ou d'impressionnant se produit alors dans le monde extérieur, qu'il s'agisse d'une personnalité humaine, d'une chose ou d'une idée, le contenu inconscient peut se projeter sur elle, investissant ainsi le support de projection, qui agit comme un crochet sur lequel la projection est suspendue, de pouvoirs lumineux et mythiques. Grâce à cela, le porteur de projection a un effet hautement suggestif et se transforme en un mythe du sauveur dont les caractéristiques de base ont été répétées d'innombrables fois dans l'histoire. Dans une interview, on a demandé à Jung si notre préoccupation pour la psychologie et les ovnis pouvait être attribuée à un déclin de la croyance en Dieu, comme s'il y avait un vide que l'inconscient devait combler. Il a déclaré, « Dans notre monde, les miracles ne se produisent plus, et nous sentons que quelque chose doit simplement se produire qui apportera une réponse ou montrera une issue. » Voilà que maintenant, ces ovnis apparaissent dans le ciel. Bien qu'ils aient toujours été observés, ils ne signifiaient rien. Et voilà qu'ils semblent présager quelque chose parce que quelque chose a été projeté sur eux, un espoir, une attente, il s'agit bien sûr de l'attente d'un sauveur. Mais ce n'est là qu'un aspect. Il y a un autre aspect, mythologique. L'OVNI peut être un vaisseau de la mort, ce qui signifie que les vaisseaux de la mort viennent chercher les vivants ou ramener les âmes. Soit ces âmes tomberont dans la naissance, soit de nombreuses personnes mourront et seront récupérées par des flottes de ces navires de la mort. Ce sont des idées archétypiques importantes, car elles peuvent aussi être des prédictions. Si une guerre atomique éclatait, une multitude infinie d'âmes serait emportée loin de la Terre. Lorsque nous sommes menacés par une catastrophe et que des véhicules mystérieux commencent à apparaître dans le ciel, nous projetons inconsciemment sur eux la figure d'un sauveur. Nous supposons que ces êtres d'une intelligence supérieure sont pacifiques et sont venus nous sauver même s'ils ne le font pas. Ils acquièrent ainsi un statut presque messianique ou divin. Dans la mythologie antique, les dieux sont des hommes, mais ils ont plus d'intelligence, de pouvoir ou d'autorité. Chaque dieu représente une image archétypique. Il semble que, comme le déclarait Heidegger, seul un dieu peut nous sauver. Pour Jung, il n'est donc pas surprenant que les observations d'OVNI aient été beaucoup plus fréquentes après la Seconde Guerre mondiale et la menace du totalitarisme et de l'annihilation nucléaire, les attentes intérieures des gens, le désir d'un sauveur symbolisé par les OVNI, se sont manifestés dans le monde extérieur d'une manière non causale mais significative, un phénomène que Jung appelle synchronicité. En raison de notre rationalisme moderne, nous avons interprété de telles visions de désir et de délivrance non pas comme des anges célestes, d'un autre monde, mais comme des vaisseaux spatio-mécaniques, d'un autre monde, ou des anges technologiques. L'OVNI a la valeur d'un symbole vivant, c'est-à-dire d'un facteur dynamique qui, en raison de l'ignorance générale et du manque de compréhension, doit se limiter à produire une rumeur visionnaire. Le fait que toutes les images archétypiques soient dotées d'une qualité spirituelle est responsable non seulement de la propagation de la rumeur visionnaire, mais aussi de sa persistance. Une chose est sûre, les ovnis sont devenus un mythe vivant pour l'homme moderne, et Jung affirme que nous avons l'occasion en or de voir comment une légende se forme et comment, dans une période difficile et sombre pour l'humanité, un conte miraculeux sur une tentative d'intervention d'êtres supérieurs ou célestes se développe. S'il s'agit d'un cas de projection psychologique, il doit y avoir une cause psychique à cela. On ne peut guère supposer qu'un phénomène d'une telle ampleur soit purement fortuit et sans importance. La cause doit toucher aux racines de notre existence si l'on veut expliquer un phénomène aussi extraordinaire que celui des ovnis. Bien que les ovnis aient été popularisés vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, le phénomène lui-même était connu bien avant. Les récits dans la littérature sont innombrables. Jung s'épargne cette tâche et nous donne deux exemples. Le premier est le journal de Bâle du 7 août 1566 dans lequel il est rapporté qu'au moment du lever du soleil, de nombreux grands globes noirs furent vus dans l'air, se déplaçant devant le soleil avec une grande vitesse, et se retournant les uns contre les autres comme s'ils se battaient. Certains d'entre eux devinrent rouges et ardents, puis pâlirent et s'éteignirent. Le deuxième exemple est le journal de Nuremberg du 14 avril 1561, où de nombreuses personnes virent un spectacle effrayant au lever du soleil, dans lequel des globes de couleur rouge sang, bleuâtre ou noir, ou des plaques, en grand nombre apparaissaient près du soleil, ainsi que des croix et de grands tubes. Ils commencèrent tous à se battre les uns contre les autres, et cela dura environ 1 heure. Ils tombèrent alors tous à terre. Sous les globes se trouvait un long objet en forme de grande lance noire. Naturellement, ce spectacle fut interprété comme un avertissement divin. Ces tubes sont analogues aux objets cylindriques que l'on retrouve dans les rapports d'OVNI, connus sous le nom de vaisseaux mères,
qui transporterait les ovnis plus petits en forme de lentilles sur de longues distances. Comme nous l'avons mentionné, des objets étranges dans le ciel sont observés depuis des milliers d'années. Dans son livre « Passeport pour la Magonie », Jacques Vallée, que l'on pourrait surnommer le père de l'étude moderne des ovnis, soutient que des modèles similaires pourraient être observés dans le folklore, la tradition religieuse et les événements ovnis modernes. Une des constantes de certaines légendes impliquant des créatures surnaturelles est que ces êtres viennent dans notre monde pour voler nos produits, nos animaux et même des êtres humains. Ils se livrent également à des collectes d'échantillons et demandent des produits terrestres. Il existe également des guérisons miraculeuses présumées après que des personnes aient décrit une expérience religieuse. De même, les personnes qui rencontrent des ovnis constatent qu'elles sont soudainement guéries de leurs blessures et de leurs maladies chroniques. Vallée remet en cause l'hypothèse dite extraterrestre et l'idée selon laquelle les ovnis sont des dispositifs scientifiques n'ayant rien à voir avec le contexte mystico-religieux des apparitions médiévales. Il suggère que des phénomènes similaires se sont toujours produits dans l'histoire humaine et propose l'hypothèse psychosociale, dans laquelle les facteurs psychologiques et sociaux sont indispensables pour expliquer le phénomène ovni. Pour étudier les thèmes et motifs récurrents, il présente un catalogue complet détaillant tous les faits pertinents de quelques 900 observations d'ovnis entre 1868 et 1968. Il est important de noter le continuum de croyances qui mène directement de la magie primitive, en passant par l'expérience mystique, la foi féerique et la religion, aux ovnis modernes. Les mécanismes qui ont généré ces diverses croyances sont identiques. Leur contexte humain et leur effet sur les humains sont constants. Cela n'a pas grand-chose à voir avec le problème de savoir si les ovnis sont des objets physiques ou non. Il existe de nombreux témoignages anciens de témoins décrivant avoir vu divers objets dans le ciel à travers le monde, notamment d'étranges machines volantes avant l'invention du vol, de multiples soleils et lunes, des disques, des objets en forme de cigares, des croix, des sphères de feu, des roues, des faïences volantes, etc. À cette époque, les gens projetaient inconsciemment ces phénomènes aériens comme des présages, ou comme si Dieu voulait inciter les gens à changer leur vie et à faire pénitence. En fait, les paniques, les émeutes et les mouvements sociaux perturbateurs étaient souvent liés à des apparitions célestes. Ce qui importe ici, c'est le lien entre certains phénomènes inhabituels, observés ou imaginés, et l'altération du comportement des témoins. Pour Vallée, le folklore est indispensable pour comprendre le phénomène de la visitation, depuis les premiers temps jusqu'à nos jours. Son livre vise à documenter un mythe récurrent, à savoir le mythe du contact entre l'humanité et une race intelligente dotée de pouvoirs apparemment surnaturels. Il écrit, ce qui intéresse particulièrement le psychologue, c'est le fait que les entités sont dotées de la même fugitivité et se comportent avec la même ignorance des lois logiques ou physiques que le reflet d'un rêve, les monstres de nos cauchemars. Si une race supérieure génère en fait ce que nous observons maintenant comme le phénomène ovni, n'est-ce pas précisément dans le but de changer le cours de la destinée humaine en nous présentant la preuve de nos limites dans le domaine technique, mais aussi mental? Enfants de l'inconnu, si elles ne sont pas réelles, devons-nous voir dans ces rumeurs le signe que quelque chose dans l'imagination humaine a changé, faisant apparaître sous un jour nouveau des zones inexplorées de notre inconscient collectif? Quoi qu'il en soit, il est important de comprendre à quels besoins ces images répondent, pourquoi cette connaissance nous excite et nous angoisse à la fois. Il est intéressant que Vallée compare le phénomène ovni à un rêve. Lorsque nous sommes confrontés à un mystère, que ce soit individuellement ou collectivement, notre réaction nous en dit beaucoup sur nous-mêmes. Et nous ne pouvons jamais lire quoi que ce soit dans quoi que ce soit, c'est nous-mêmes. Nos réactions sont comme un test de Rorschach. Dans le cas des ovnis, le phénomène devient une sorte de rêve collectif, pas seulement un rêve personnel, mais un rêve archétypique qui révèle les besoins de la vie intérieure de l'humanité. Ce rêve, comme tout autre rêve, est susceptible d'analyse et, en l'analysant, nous acquérons bien plus de connaissances sur nous-mêmes, sur la vie, sur la nature et sur l'être que nous n'en obtenons en essayant de résoudre le véritable mystère de ces phénomènes. Vallée observe que les observations d'ovnis ont un caractère caméléon, les formes des objets, l'apparence de leurs occupants, leurs déclarations, varient en fonction de l'environnement culturel dans lequel ils sont projetés. L'étude de tels objets est donc infiniment plus vaste que la simple investigation d'un phénomène nouveau, si l'apparence et le comportement des objets sont fonction de notre interprétation à un moment donné du développement de notre culture, alors quelle chance avons-nous de connaître un jour la vérité? Les actions humaines sont fondées sur l'imagination, la croyance et la foi, et non sur l'observation objective. Et contrôler l'imagination humaine, c'est façonner le destin collectif de l'humanité, à condition que la source de ce contrôle ne soit pas identifiable par le public. Entre 1896 et 1897, un dirigeable transportant des êtres a été aperçu à travers les États-Unis par de nombreux témoins. Le dirigeable, bien que crédible pour les témoins de 1897, ne l'est plus pour nous. Les ovnis semblent suivre le rythme de la technologie humaine. En fait, l'un de ces êtres a déclaré à un témoin, « Bientôt, l'invention sera rendue publique. » Peut-être que le dirigeable, comme les tours de fée,
Les soucoupes volantes étaient un mensonge, si bien conçu que son image dans la conscience humaine pouvait s'enfoncer très profondément et être ensuite oubliée. Dans son livre « Messager de la tromperie », Vallée affirme que les ovnis pourraient être des dispositifs physiques utilisés pour affecter la conscience humaine. Leur but pourrait être d'obtenir des changements sociaux sur cette planète, par le biais d'un système de croyances qui utilise la manipulation systématique des témoins et des contactés. Les témoins du dirigeable, loin d'assister par hasard aux manœuvres des visiteurs interplanétaires, auraient été délibérément exposés à une scène conçue pour être enregistrée par eux et nous être transmise. Dans son livre « American Cosmic, UFOs, Religion, Technologie », Diana Pazulka suggère que les expériences d'OVNI sont similaires aux expériences religieuses rapportées tout au long de l'histoire. En tant que tels, ils sont des véhicules modernes d'expériences spirituelles. Elle écrit « Personne ne veut être connu comme la personne qui a vu un ovni, donc, s'ils voient quelque chose d'anormal, ils choisissent généralement l'explication la moins improbable et s'en tiennent là. Il en va de même pour les expériences religieuses. Les personnes qui ont fait part d'expériences considérées comme religieuses ont d'abord été désorientées par ce qu'elles ont vu ou entendu. Elles ne comprennent pas immédiatement qu'elles vivent une expérience religieuse. Dans de nombreux cas, de telles expériences peuvent provoquer un choc ontologique, une profonde perturbation de la compréhension de l'existence. Néanmoins, comme il est impossible de vérifier objectivement ces faits, on craint le ridicule public, l'ostracisme, la perte de son emploi ou de sa crédibilité. Cela peut changer intérieurement sa vie et son être, mais extérieurement tout continue comme avant, on doit continuer à s'acquitter de ses devoirs et obligations, qui semblent prosaïques. Le contraste entre un événement extraordinaire et la vie quotidienne ordinaire crée un sentiment d'absurdité qui peut être profondément aliénant. C'est peut-être dans la nouvelle de Kafka La Métamorphose que le personnage principal se réveille transformé en insecte géant et se préoccupe de préoccupations ordinaires comme arriver en retard au travail. Que les ovnis aient ou non une réalité physique, ils sont de toute façon des réalités psychiques. Même si ces phénomènes n'ont rien de physiquement tangible, la rumeur de l'existence de tels objets est un fait incontestable. Que la rumeur corresponde ou non à une réalité physique importe peu pour Jung, en tant que psychologue. Pour lui, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi l'esprit humain crée de tels produits, car cela jette une lumière particulière sur l'activité de notre inconscient. Alors, quels sont les aspects psychiques des ovnis ? En général, on voit un corps de forme ronde, en forme de disque ou de sphère, rougeoyant ou brillant de différentes couleurs, ou plus rarement une forme cylindrique ou en forme de cigare de différentes tailles. Les corps ronds sont en particulier des figures telles que l'inconscient les produit dans les rêves, les visions, etc. Jung écrit, dans ce cas, ils doivent être considérés comme des symboles représentant, sous une forme visuelle, une pensée qui n'a pas été pensée consciemment, mais qui est simplement présente en puissance dans l'inconscient sous une forme invisible et qui n'atteint la visibilité que par le processus de prise de conscience. La forme visible n'exprime cependant que de manière approximative le sens du contenu inconscient. Dans la pratique, le sens doit être complété par une interprétation amplifiée. Les figures des rumeurs visionnaires peuvent être soumises au même principe d'interprétation des rêves. C'est-à-dire par amplification, c'est-à-dire en utilisant des parallèles mythologiques, historiques et culturels pour amplifier les symboles présents dans l'inconscient. Les ovnis expriment le symbole de la totalité représentée par le mandala. Dans la mesure où le mandala englobe, protège et défend la totalité psychique contre les influences extérieures et cherche à unifier les opposés intérieurs, il est en même temps un symbole distinct d'individuation. L'âme, elle aussi, est censée avoir la forme d'une sphère, par analogie avec l'âme du monde de Platon. Ce symbole nous conduit aux sphères célestes, aux lieux supracélestes de Platon où sont stockées les idées de toutes choses. Les alchimistes l'appelaient rotundum, qui exprime la totalité de l'individu. Jung le définit comme l'archétype du soi, c'est-à-dire la totalité composée du conscient et de l'inconscient. Jung a en effet rêvé d'un ovni qu'il associe au problème du soi. Il écrit, dans un rêve, que j'ai fait en octobre 1958, j'ai aperçu depuis ma maison deux disques en forme de lentilles, métalliquement brillants. C'étaient deux ovnis. Puis un autre corps est venu voler directement vers moi. C'était une lentille parfaitement circulaire. À une distance de 4 à 500 mètres, elle resta immobile un moment, puis s'envola. Immédiatement après, une autre apparut à toute vitesse dans les airs, une lentille avec une extension métallique qui menait à une boîte, une lanterne magique. À une distance de 60 ou 70 mètres, elle s'immobilisa dans les airs, pointée droit sur moi. Je me suis réveillé avec un sentiment d'étonnement. Encore à moitié dans le rêve, la pensée m'a traversé l'esprit, nous pensons toujours que les ovnis sont des projections de nous. Il s'avère maintenant que nous sommes leurs projections. Je suis projeté par la lanterne magique comme C.G. Jung. Mais qui manipule l'appareil ? Jung compare ce rêve à un autre similaire dans lequel il entre dans une chapelle et voit un yogi en posture du lotus, en profonde méditation. Lorsqu'il le regarde de plus près, il se rend compte qu'il a son visage.
Il fut effrayé et se réveilla en pensant « Ah, c'est donc lui qui médite sur moi. Il a un rêve, et c'est moi. » Il savait qu'à son réveil, il ne serait plus. Le soi de Jung se retire en méditation et médite sur sa forme terrestre. Il prend une forme humaine pour entrer dans l'existence tridimensionnelle et, grâce à une plus grande conscience, il peut faire un pas supplémentaire vers la réalisation. La figure du yogi représente la totalité prénatale inconsciente de Jung. Comme la lanterne magique, la méditation du yogi projette sa réalité empirique. Les ovnis étant devenus pour beaucoup de gens un symbole du soi, une manifestation rédemptrice ou destructrice du divin, on attend de soi le salut, soit la destruction de notre planète. Les symboles circulaires ont joué un rôle important à chaque époque, qui ne sont pas seulement des symboles de l'âme mais des images de Dieu. Comme le dit le vieil adage, Dieu est une sphère dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Le rôle principal de l'archétype du soi ou de l'image de Dieu est d'unir des opposés apparemment irréconciliables et il est donc le mieux placé pour compenser la division des esprits de notre époque. Il apporte ordre et régulation aux états chaotiques. Sans se laisser décourager par la critique rationaliste, l'inconscient se met au premier plan sous la forme d'une rumeur symbolique, accompagnée et renforcée par les visions appropriées, et active ainsi un archétype qui a toujours exprimé l'ordre, la délivrance, le salut et la plénitude. Il est caractéristique de notre époque que l'archétype, contrairement à ses manifestations précédentes, prenne désormais la forme d'un objet, d'une construction technologique, afin d'éviter l'odieux d'une personnification mythologique. Du point de vue psychologique, la pluralité des ovnis correspondrait à la projection d'une pluralité d'individus humains, le symbole sphérique indiquant que le contenu de la projection n'est pas les personnes elles-mêmes, mais plutôt leur totalité psychique idéale. Jung écrit « La pluralité des ovnis est donc une projection d'un certain nombre d'images psychiques de totalité qui apparaissent dans le ciel parce que d'une part elles représentent des archétypes chargés d'énergie et d'autre part ne sont pas reconnus comme des facteurs psychiques. La raison en est que notre conscience actuelle ne possède pas de catégories conceptuelles au moyen desquelles elle pourrait saisir la nature de la totalité psychique. De plus, elle est tellement entraînée qu'elle doit considérer ces images non pas comme des formes inhérentes à la psyché, mais comme existant quelque part dans l'espace extra-psychique, métaphysique, ou bien comme des faits historiques. Par conséquent, lorsque l'archétype reçoit des conditions du temps et de la situation psychique générale une charge supplémentaire d'énergie, il ne peut, pour les raisons que j'ai décrites, être intégré directement dans la conscience, mais est forcé de se manifester indirectement sous forme de projection spontanée. L'image projetée apparaît alors comme un fait apparemment physique indépendant de la psyché individuelle et de sa nature. En d'autres termes, la totalité arrondie du mandala devient un vaisseau spatial contrôlé par un être intelligent. Le message que l'OVNI apporte est un problème de temps qui nous concerne tous. Les signes apparaissent dans les cieux afin que tout le monde les voie. Il nous invite à nous souvenir de notre âme et de notre propre intégralité. L'opposition entre le monde physique et le monde spirituel, ou supérieur, n'est pas absolue, les deux ne sont que relativement incommensurables, car le pont qui les relie n'est pas totalement inexistant. Qu'il y ait quelque chose au-delà de la frontière, au-delà des frontières de la connaissance, c'est ce que Jung appelle le psychoïde, un terme qui fait référence à la nature irreprésentable de tous les archétypes, qui n'appartiennent pas pleinement à la psyché, ni à la matière, mais qui transcendent les deux et pourtant fournissent un pont vers eux en tant qu'élément unificateur. Ce lien est particulièrement évident, selon Jung, dans l'archétype du nombre, qui, de ce côté de la frontière, est constitué de quantités, mais de l'autre côté, d'entités psychiques autonomes, capables de formuler des énoncés qualitatifs qui se manifestent dans des modèles d'ordre a priori. Cela nous rapproche un peu plus de la compréhension du mystère du parallélisme psychophysique, car nous savons maintenant qu'il existe un facteur qui sert de médiateur entre l'apparente incommensurabilité du corps et de la psyché, conférant à la matière une sorte de faculté psychique, et à la psyché une sorte de matérialité, au moyen de laquelle l'une peut agir sur l'autre. Pour Jung, les deux points de vue, matérialiste comme spiritualiste, sont des préjugés métaphysiques. Il est plus conforme à l'expérience de supposer que la matière vivante a un aspect psychique et la psyché un aspect physique. Si l'on tient compte des faits de la parapsychologie, l'hypothèse de l'aspect psychique doit être étendue au-delà de la sphère des processus biochimiques à la matière en général. Dans ce cas, toute la réalité reposerait sur un substrat encore inconnu, possédant des qualités matérielles et en même temps psychiques, l'unus mundu ou monde unique. Les correspondances causales entre des événements psychiques et physiques mutuellement indépendants, autrement dit les phénomènes synchroniques, et en particulier la perception extrasensorielle, deviendraient alors plus compréhensibles. Un autre phénomène important qui est généralement associé aux ovnis est celui des crop circles, qui sont apparus relativement récemment dans l'histoire. Dans son livre Crop Circle, Jung and the Reemergence of the Archetypal Feminine, Gary S. Bobroff analyse la signification psychologique des crop circles. Nous catégorisons généralement les phénomènes car cela donne l'illusion de comprendre et réduit ainsi l'anxiété. Au Moyen-Âge, les crop circles inspiraient la peur et étaient considérés comme des anneaux de sorcière ou comme la récolte par un diable faucheur.
au siècle des Lumières, on a mis l'accent sur la possibilité d'une cause naturelle du phénomène, provoquée par le temps ou le vent. Aujourd'hui, la réponse la plus répandue est qu'il s'agit d'un canular et qu'il faut le rejeter complètement. En règle générale, les théories que nous avons sur le nouveau et l'inconnu en disent plus sur nous que sur les phénomènes. Nous vivons à une époque où nous sommes déconnectés du corps, de la nature et de l'inconscient. Au lieu de cela, nous nous concentrons trop sur le rationalisme, le littéralisme et le matérialisme. Nous ne voulons pas nous contenter du mystère, mais voulons tout savoir sur le sujet. En coupant une partie de ce que nous sommes, la psyché cherche à rétablir notre équilibre. En d'autres termes, nous avons perdu notre relation avec l'archétype féminin dont les agroglyphes sont l'illustration lorsqu'ils se forment dans les céréales. Les céréales font partie de notre alimentation depuis la préhistoire et ont prospéré lors de la révolution agricole. Elles correspondent au concept archétypique de la vie, de la mort et de la renaissance. Les cultures du monde entier qui ont produit des cultures ont vénéré les divinités qui, selon elles, protégeaient et entretenaient leur culture, leur procurant abondance et nourriture, ce qui, selon Bobroff, était principalement dirigé vers les déesses de la vie et de la végétation. Il écrit, alors que les premiers agriculteurs plantaient et attendaient, surveillant la croissance de leurs graines, et qu'ils observaient et voyaient leur ventre s'engraisser de naissance, ils sentaient la source de la vie en eux-mêmes et connaissaient le lien entre la fertilité de la terre et la leur. Et de même qu'ils les nourrissaient et prenaient soin de leurs enfants dans leur amour naturel, ils voyaient aussi dans la générosité infinie de la nature une expression de son amour pour nous. La culture moderne ne rend plus grâce pour ce que nous recevons de la terre, nous ne voyons plus quelque chose de divin comme notre pain quotidien. Et nous avons perdu le miracle de la vie, le miracle de notre propre vie. En d'autres termes, nous vivons dans un monde où la conscience du féminin est passée sous terre, et tout ce qui reste inconscient se comporte de manière névrotique. Le mystère du corps féminin est le mystère de la naissance, qui est aussi le mystère de l'immanifesté devenu manifeste dans le monde entier de la nature, et le mystère de la vie elle-même. C'est ainsi que l'archétype du féminin existe en nous, c'est l'association la plus puissante avec le symbole du grain dans notre psyché, et la possibilité que la matière morte donne naissance à la nouvelle. En latin, mère se dit maté, ce qui est lié au mot materia ou matière. Ainsi, de même qu'une mère est la source qui donne forme matérielle à ses enfants, de même la matière constitue les éléments constitutifs à partir desquels tous les matériaux du monde physique surgissent. La mère est la matrice ou l'utérus d'où naissent les choses. Notre séparation du féminin archétypique s'exprime de manière compulsive et inconsciente sous forme de matérialisme unilatéral, une expression fantôme du féminin. Le cercle, en revanche, est un symbole du soi. Il exprime la totalité de la psyché dans tous ses aspects, y compris la relation entre l'humanité et la nature dans son ensemble. Visuellement, l'émergence du phénomène des crop circles, de la forme circulaire initiale observée tout au long de l'histoire du monde entier vers la complexité concentrique diversifiée du mandala, reflète la forme de l'évolution de l'archétype du soi dans la psyché. La profondeur du mystère que nous observons dans les crop circles, les ovnis, etc., ne réside pas dans notre capacité à élaborer des théories complexes à leur sujet, son mystère réside simplement dans son existence. Cette rencontre avec l'autre se produit depuis des temps immémoriaux. Jung savait que nous ne pouvions pas nous contenter de la seule explication psychologique des ovnis car il dit que ceux-ci n'ont pas seulement été vus visuellement mais ont également été captés sur l'écran radar et ont laissé des traces sur la plaque photographique qui a précédé le film photographique. Il écrit, cela se résume à rien de moins que ceci, soit les projections psychiques renvoient un écho radar, soit l'apparition d'objets réels offre une occasion pour des projections mythologiques. Je dois ici remarquer que même si les ovnis sont physiquement réels, les projections psychiques correspondantes ne sont pas réellement causées, mais seulement occasionnées par eux. Des affirmations mythiques de ce genre ont toujours été faites, que les ovnis existent ou non. Ces affirmations dépendent en premier lieu de la nature particulière du contexte psychique, de l'inconscient collectif, et pour cette raison ont toujours été projetées sous une forme ou une autre. À diverses époques, toutes sortes d'autres projections sont apparues dans le ciel à côté des soucoupes. L'hypothèse alternative selon laquelle les ovnis sont quelque chose de psychique doté de propriétés physiques semble encore moins probable, car d'où pourrait venir une telle chose? Si l'apesanteur est une proposition difficile à avaler, alors la notion d'un psychisme matérialisé ouvre un vide sans fond sous nos pieds. Pour Jung, il existe aussi une troisième possibilité, que les ovnis soient des phénomènes matériels réels de nature inconnue, provenant de l'espace ou ayant toujours existé sur Terre. Après avoir terminé son manuscrit, Jung a reçu un livre qui a retenu son attention et qu'il a inclus dans l'épilogue. Il s'agit du secret des soucoupes d'Orfeo Monsieur Angelucci publié en 1955. Orfeo était un mécanicien italien travaillant aux États-Unis. Jung décrit son livre comme une œuvre naïve qui révèle d'autant plus clairement l'arrière-plan inconscient du phénomène ovni et qui est donc comme un cadeau pour le psychologue. Après sa rencontre avec les Nashi, Orfeo gagna sa vie en prêchant l'évangile que ces derniers lui avaient révélé. Sa carrière de prophète débuta avec l'observation d'un ovni prétendument authentique le 4 août 1946.
La nuit, il se sentit mal et ressentit une sensation de picotement dans la partie supérieure du corps. Alors qu'il rentrait chez lui en voiture, il vit un objet ovale à faible lueur rouge planer au-dessus de l'horizon, que personne d'autre ne semblait voir. Soudain, il s'éleva à grande vitesse, mais avant de disparaître, il libéra 2 boules de feu verte d'où il entendit une voix dire « N'aie pas peur, Orfeo, nous sommes amis ». En sortant de la voiture, il regarda les 2 disques pulsants planer à une courte distance devant lui. La voix lui expliqua qu'il était en communication directe avec des amis d'un autre monde. Ils lui demandèrent de boire dans une coupe en cristal qu'il décrivit comme la boisson la plus délicieuse que j'ai jamais goûtée. Il se sentit rafraîchi et fortifié. Soudain, la zone entre les disques jumeaux commença à briller d'une douce lumière verte qui se transforma progressivement en un écran tridimensionnel. Sur celui-ci apparurent un homme et une femme, représentant le summum de la perfection. Ils avaient de grands yeux brillants et lui semblaient étrangement familiers. Il lui semblait être en communication télépathique avec eux. Puis la voix dit « Nous voyons les individus de la Terre tels qu'ils sont réellement, Orfeo, et non tels que les perçoivent les sens limités de l'homme. Les habitants de votre planète sont observés depuis des siècles, mais ce n'est que récemment qu'ils ont été réexaminés. Chaque progrès de votre société est enregistré chez nous. Nous vous connaissons comme vous ne vous connaissez pas vous-même. Chaque homme, femme et enfant est enregistré dans les statistiques vitales au moyen de nos disques de cristal enregistreurs. Chacun de vous est infiniment plus important pour nous que pour vos compatriotes terriens, car vous n'êtes pas conscient du véritable mystère de votre être. Nous ressentons un profond sentiment de fraternité envers les habitants de la Terre en raison d'une ancienne parenté de notre planète avec la Terre. En vous, nous pouvons remonter très loin dans le temps et recréer certains aspects de notre ancien monde. C'est avec une profonde compassion et compréhension que nous avons observé votre monde traverser ces douleurs de croissance. Nous vous demandons de nous considérer simplement comme des frères aînés. Orfeo fut également informé qu'en tant qu'entité éthérique, il n'avait besoin des ovnis que pour se manifester matériellement à l'homme. Les visiteurs célestes étaient inoffensifs et animés des meilleures intentions. La loi cosmique interdisait les atterrissages spectaculaires sur Terre. La Terre était actuellement menacée par des dangers plus grands qu'on ne le pensait. Après ces révélations, Orfeo se sentit exalté et renforcé. C'était, comme il le dit, comme si, momentanément, j'avais transcendé la mortalité et que j'étais en quelque sorte lié à ces êtres supérieurs. Lorsque les lumières disparurent, il lui sembla que le monde quotidien avait perdu sa réalité et était devenu un lieu d'ombre. À un autre moment, Orfeo se sentait mal et avait un abaissement de la conscience qu'il avait noté à cette occasion. Jung décrit cela comme la prise de conscience d'un abaissement du niveau mental, état qui est une condition préalable très importante pour l'apparition de phénomènes psychiques spontanés. Soudain, il vit un objet lumineux qui augmentait visiblement de solidité, comme si sa fréquence vibratoire était abaissée, de la même manière que les pales d'une hélice sont invisibles à grande vitesse, mais visibles à faible vitesse. Il vit une porte menant à un intérieur brillamment éclairé et il entra. Les murs étaient faits d'une sorte de matière nacrée éthérée. En face de lui se trouvait un fauteuil inclinable confortable constitué de la même substance translucide et chatoyante. Il s'assit et c'était comme si la chaise s'était moulée d'elle-même à la forme de son corps. L'ovni l'emporta et il vit la terre. Orfeo pleura d'émotion et la voix dit « Pleure Orfeo, nous pleurons avec toi pour la terre et ses enfants. » Malgré toute son apparente beauté, la Terre est un monde purgatoire parmi les planètes où évolue la vie intelligente. La haine, l'égoïsme et la cruauté s'élèvent de nombreuses parties de celle-ci comme une brume sombre. La voix l'informa que chaque être sur Terre avait été créé par Dieu. Orfeo avait des dons spirituels, et c'est pourquoi les êtres supérieurs pouvaient entrer en communication avec lui. La voix lui donna d'autres explications sur l'attitude des êtres supérieurs envers l'humanité. L'homme n'avait pas suivi moralement et psychologiquement le rythme de son développement technologique, et c'est pourquoi les habitants des autres planètes essayaient d'inculquer aux habitants de la Terre une meilleure compréhension de leur situation actuelle et de les aider notamment dans l'art de guérir. Ils voulaient aussi remettre Orfeo dans le droit chemin à propos de Jésus-Christ. Jésus, disait-on, était appelé allégoriquement le Fils de Dieu. En réalité, il était le Seigneur de la Flamme, une entité infinie du Soleil, et n'était pas d'origine terrestre. En tant qu'esprit du Soleil qui s'est sacrifié pour les enfants du malheur, il est devenu une partie de l'âme supérieure de l'humanité et de l'esprit du monde. En cela, il diffère de tous les autres enseignants cosmiques. Chacun sur Terre a un soi spirituel inconnu qui transcende le monde matériel et la conscience et demeure éternellement en dehors de la dimension temporelle dans la perfection spirituelle au sein de l'unité de l'âme supérieure. Le seul but de l'existence humaine sur Terre est d'atteindre la réunion avec la conscience immortelle. Orfeo se sentait comme un ver rampant impur, rempli d'erreurs et de péchés. Il pleurait, accompagné d'une musique appropriée. La voix parla et dit « Ami bien-aimé de la Terre, nous te baptisons maintenant dans la vraie lumière de l'éternité du monde.
Un éclair blanc jaillit, sa vie se déploya devant ses yeux et le souvenir de toutes ses existences antérieures lui revint. Il comprit le mystère de la vie. Il crut qu'il allait mourir, car il savait qu'à cet instant il était emporté dans l'éternité, dans une mer de félicité intemporelle. Après cette expérience éclairante, Orfeo reprit ses esprits. Il remarqua qu'il avait sur la poitrine un cercle enflammé avec un point au milieu. Psychologiquement, c'est le symbole du soi, de la totalité absolue, ou dans le langage religieux, de Dieu. Le centre est souvent symbolisé par un œil, l'œil toujours ouvert du poisson en alchimie. Le poisson est aussi un symbole du Christ et de l'ère des poissons. Pour Jung, le phénomène des ovnis fait partie de la nouvelle ère astrologique qui approche, l'ère du Verseau, dont la date est estimée entre 2000 et 2200 après JC. En astrologie occidentale, l'achèvement d'un cycle complet du Soleil à travers le zodiaque, appelé Grande Année, prend environ 26 000 ans. Un âge astrologique, ou mois platonicien, correspond à un 12e d'une grande année, correspondant à un signe zodiacal unique, et dure donc environ 2200 ans. Chaque époque a laissé un secret à découvrir. Jung écrit « Ces rumeurs d'ovnis me semblent si significatives que je me sens obligé de lancer un avertissement. Ce sont des manifestations de changements psychiques qui apparaissent toujours à la fin d'un mois platonicien et au début d'un autre. Apparemment, ce sont des changements dans la constellation des dominantes psychiques des archétypes, ou dieux comme on les appelait autrefois, qui provoquent ou accompagnent les transformations durables de la psyché collective. Cette transformation commença à l'époque historique et laissa ses traces d'abord dans le passage de Léon du Taureau à celui du Bélier, puis du Bélier au Poisson, dont le début coïncide avec l'essor du christianisme. Nous approchons maintenant du grand changement auquel on peut s'attendre lorsque le point du printemps entrera dans le Verseau. Il serait frivole de ma part d'essayer de cacher au lecteur que de telles réflexions sont non seulement extrêmement impopulaires, mais qu'elles se rapprochent même dangereusement de ces fantasmes troubles qui obscurcissent l'esprit des réformateurs du monde et autres interprètes de signes et présages. Mais je dois prendre ce risque, même si cela signifie mettre en péril ma réputation durement acquise de véracité, de fiabilité et de capacité de jugement scientifique. Je peux assurer à mes lecteurs que je ne le fais pas de gaieté de cœur. Dans une interview réalisée 2 ans avant sa mort, Jung déclarait « Qu'est-ce qui vient ensuite ? Le Verseau, le verseur d'eau. À notre époque, le poisson est le contenu au poisson avec le verseur d'eau, il devient le récipient. C'est un symbole très étrange. Je n'ose pas l'interpréter. Pour autant que l'on puisse le dire, c'est l'image d'un grand homme qui s'approche. Les poissons ont l'eau comme élément, le Verseau, en revanche, bien qu'il fasse allusion à l'eau, est classé comme un signe d'air. Le mystère atmosphérique, le mystère de l'air, doit devenir de plus en plus dominant psychologiquement pendant une période de plus de 2000 ans à venir. Dans sa conférence sur le livre de Jung sur les soucoupes volantes, Manly Peol affirme que l'eau de vie du Verseau est une substance éthérique, électrique ou magnétique qui se déplace dans l'air. Elle est de nature fluide, mais possède une qualité énergisante. Il représente la transmission des ondes et de l'énergie dans l'espace. Sur cette base, nous avons affaire à un signe d'air avec un symbole curieusement fluide ressemblant presque à de l'eau. On peut se référer à la Genèse où il est écrit « Dieu fit le firmament, et sépara les eaux qui étaient au-dessous du firmament d'avec les eaux qui étaient au-dessus du firmament. » Les eaux au-dessus du firmament ont un lien avec ce symbole. Par conséquent, le phénomène des ovnis, qui ont été décrits de manière intéressante comme étant à la fois dans l'air et sous l'eau, est devenu plus important pour l'humanité à l'approche de l'ère du Verseau. La forme circulaire des ovnis est également le cercle du zodiaque, la roue de la vie qui représente les âges astrologiques dans lesquels l'humanité se déplace éternellement en faisant le tour du cercle à travers les éons, qui est aussi le soi. Comme l'a écrit T.S. Eliot, et la fin de toute notre exploration sera d'arriver là où nous avons commencé et de connaître l'endroit pour la première fois. Ce mystérieux symbole cyclique est lié à la création de la roue, qui a conduit au transport, à la capacité de se déplacer d'un endroit à un autre, un symbole approprié du mouvement et du progrès. Dans ses dernières réflexions sur le sujet des ovnis, Jung écrit « Malheureusement, après plus de 10 ans d'étude du problème, je n'ai pas réussi à rassembler un nombre suffisant d'observations à partir desquelles des conclusions plus fiables pourraient être tirées. Je dois donc me contenter d'avoir esquissé quelques lignes pour des recherches futures. » Et enfin, Jung écrit « Il faudra encore 2 ou 3 siècles avant que la nouvelle ère dont j'ai parlé, l'ère du Verseau, et à propos des soucoupes volantes ne s'ouvre. Il faudra encore que l'humanité vive. Beaucoup de choses devront changer avant que le nouveau style ne vienne à l'esprit, la nouvelle formule de réalisation de l'humanité. Le phénomène ovni est une crise du moi platonicien, une crise dans laquelle les êtres humains, passant d'un modèle de symbolisme archétypal à un autre, sont confrontés à un mode de vie entièrement nouveau et cette confusion est résolue par la tâche intemporelle et pérenne de l'individuation, l'intégration des 2 parties de notre nature, le conscient et l'inconscient, qui nous alignent sur le soi, établissant notre totalité intérieure.